L'influence littéraire. Je pourrais me racler la gorge, prendre un ton top, et puis dire Garcia Marquez, Georges Amado, Isabelle Allende et les autres. Mais je me pose également la question de savoir qui donc a influencé Garcia Marquez, Georges Amado et les autres. Personne. Personne, sinon leur peuple et sa souffrance. Sinon leur pays, gorgé de leur sang et de leurs larmes. C'est pareil pour moi. Je suis gorgé des souffrances de mon pays. Mais vous savez que je n'ai pas appris l'histoire de la Martinique dans le livre d'histoire, dans les livres d'histoire, ni dans des archives. Il y a chez nous, en Martinique, une transmission familiale, une transmission filiale de la douleur. Ce n'est pas le professeur d'histoire qui m'a raconté l'histoire. Mon histoire à moi a été kidnappée. Très souvent, le français de France, parce qu'il y a des Français de France et des Français de Martinique, très souvent ce Français de France me dit « Mais pourquoi avez-vous encore cette douleur? Nous aussi, nous avons connu le servage. » Bien sûr, bien sûr. Mais les exactions du roi ont été transmises par le professeur d'histoire. Et lorsque le professeur d'histoire racontait, il ne pleurait pas. Moi, quand mon arrière, quand ma grande-tante, âgée de 90 ans, dans les années 50, parlait aux garçons de 10 ans que j'étais, il me parlait de la Martinique, me parlait de mon arrière-arrière-grand-père, elle me transmettait des confidences d'une esclave. Lorsqu'on a 90 ans dans les années 50, ça veut dire qu'on a un père et un grand-père esclave. Donc nous avons à la Martinique une transmission de la douleur, et c'est avec précision que ma grande-tante me disait cette dame née esclave, elle me montrait son visage avec des traces, les cicatrices du fouet. Elle me montrait sa poitrine avec les cicatrices du fouet. Elle me montrait son dos avec les cicatrices du fouet. Donc, nous ne pouvons pas réagir et agir comme celui qui a reçu le passé de son pays par un professeur d'histoire qui est un professeur d'histoire. Alors, est-ce que ça veut dire que nous devons faire arrêt sur l'image? Pas du tout. Pas du tout. Ça nous incite à une plus grande réflexion. Ça nous indique que nous avons un parcours différent. Alors je suis parti à la recherche de ma différence. Et ma différence est très claire. Elle me dit très exactement, mon arrière-arrière-grand-père kidnappé d'Afrique. Lorsqu'il est arrivé en terre de Martinique, il est plus que probable que ni le fouet de l'esclavagisme, ni la Bible de Monsieur le curé n'ont réussi à le convaincre qu'il était un sous-homme uniquement parce qu'il était noir. Il a dû jusqu'à son dernier souffle, il a dû hurler, dire, crier « Je suis un homme, je suis un homme ». Mais à sa mort, son fils est né dans l'habitation. Il n'a entendu que deux voix, la voix du maître et la voix du curé, qui confirmaient qu'il était noir, donc qu'il était un sous-homme. Alors vous avez donc chez les Martiniquais un kidnapping de la mémoire, quand en 1981, le gouvernement de gauche arrive au pouvoir, c'est-à-dire la France des gens bien, l'une des premières choses que fait le président, le nouveau président de Jean Valjean,
il a supprimé la Cour de sûreté de l'État. Et qu'est-ce que c'était la Cour de sûreté de l'État? C'est une machine à gommer la mémoire, à faire taire les aspirations montantes des peuples colonisés. Donc, à partir de ce moment-là, nos chercheurs, nos historiens sont partis à la recherche de leur propre histoire. Mais ils se sont contentés d'archives, d'écrits. Et c'est ça la différence. Entre vous et moi, je ne me contente pas d'écrits. J'ai une mémoire vivante, une transmission vivante. Et je me suis aperçu que mon arrière-grand-père n'a pas eu la réaction du colonisé traditionnel. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un colonisé? C'est un peuple qui a un pays à lui, qui a des origines mythologiques, comme dirait Édouard Glissant, des origines ataviques, et qui est colonisé par un autre peuple qui lui aussi a des origines ataviques, des origines mythologiques, comme dirait ce même Glissant. Et ce peuple atavique, ayant un territoire à lui, un dieu à lui, est envahi et colonisé par un autre peuple qui lui aussi est d'origine atavique mythologique. C'est ça le vrai colonisé. Ce n'est absolument pas mon cas de Martiniquais. Je ne suis pas d'origine mythologique historique. Ce sont les Caraïbes qui ont des origines mythologiques dans ce pays. Moi, je suis d'origine historique, avec une traçabilité parfaitement repérée et repérable. Je ne suis pas un colonisé comme les autres. Je n'ai pas... Mon histoire commence dans la cale du bateau. Mon histoire commence dans la cale et sur le pont du bateau. Et arrivé en terre de Martinique, le projet de la nature, c'est la rencontre de tous les hommes, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jeunes. C'est ce qui se passe, c'est ce que la mondialisation est en train de faire. Le projet de la nature, c'est le métissage. Et la mondialisation, je vous le garantis, va se charger de toutes les têtes qui dépassent. Pour le moment, les Martiniquais, nous avons une telle soif, ce qui est normal, légitime, nous avons une telle soif d'une identité, d'une reconnaissance de ce que nous sommes, que nous disons oui, nous voulons bien être européens, nous voulons bien être politiquement européens, français, mais nous affirmons notre identité. En 2010, 80% des Martiniquais ont dit oui à l'Europe, mais nous avons une identité propre et nous l'affirmons, nous la voulons. J'ai une formule très simple. Savoir le passé pour comprendre le présent et réussir le futur. Alors je dis, mon futur c'est ça, mon futur est lié au sort de la Terre, je ne raisonne plus en termes de Martinique, de Guadeloupe, de Caraïbes, d'Europe, de France, de Chine, je raisonne en termes de mondialisation, c'est ça le projet de la nature. Je suis un terrien et j'ai donc des aspirations de terrien et je suis prêt à accepter le projet de la nature parce que finalement, nous sommes les jouets de cette nature, nous sommes les jouets de celui qui a un projet. Parce que tout de même, lorsque vous regardez l'immensité de la galaxie et que votre appareil photo, votre caméra, vous avez appris à lui faire confiance, qui vous dit qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles dans le monde. À partir du moment où vous faites ce constat, toutes les options sont possibles. Y a-t-il des extraterrestres? Sommes-nous les seuls de l'univers? Et je pense que nous autres Martiniquais, dans ce tout petit pays, et lorsque nous marchons trop vite, nous tombons dans l'eau. Toutes les composantes de l'humanité se sont donné rendez-vous ici en Martinique. J'ai mes racines plantées dans tous les continents. Lorsqu'on regarde un Martiniquais, on devine l'Africain, mais en Europe on n'est pas. On devine l'Européen, on ne le reconnaît pas. On devine le Chinois, on ne le reconnaît pas. On devine l'Indien, on ne le reconnaît pas. Nous sommes la synthèse de tout ça. Je pense que c'est ça le projet. Nous sommes la synthèse de tout ça. Je pense que c'est le projet de la nature. Mes racines
Je suis un humain, un terrien aux racines plantées dans tous les continents. Donc voilà ma source d'inspiration. Je suis à l'écoute de ce tout pays qui s'appelle la Martinique, qui bat au rythme du monde et qui bat au rythme de la planète Terre, qui attend sa juste place dans l'immensité de l'univers. Voilà. Alors j'habite à Schœlcher. Schœlcher, des origines, pourquoi la ville de Schœlcher? C'est très simple. Hein. C'est en référence évidemment à l'abolitionniste Victor Schœlcher. Et Schœlcher, Fort-de-France et Schœlcher, on s'en à peine compte à quel moment on a quitté Fort-de-France et on arrive à Schœlcher. Nous avons vérifié ça tout à l'heure. Et quand je suis arrivé à Schœlcher, il y avait l'endormissement en général, comme dans tous les quartiers de la Martinique et comme dans toute la Martinique. Et depuis quelque temps, il y a une espèce d'explosion. Schœlcher veut vivre comme le restant de la Martinique. Il se passe quelque chose en ce moment, au niveau même de la Martinique. Et quelque chose d'extraordinaire, de fondamental, qu'on aurait dû avoir fait dès l'abolition, c'est-à-dire un désir d'exister en tant que tel, en tant que Martiniquais, en tant qu'habitant de quartier, en tant qu'acteur de la planète. Je ne parle plus de l'humain en termes de quartier, de ville, de pays, voire de continent. Je parle en termes de planète. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. On est en contact direct avec un tas de problèmes qui nous dépassent. On est bien obligé de se poser la question de notre existence, notre place dans cette immensité de l'univers. Non, je crois qu'il se passe, nous sommes à un moment extraordinaire de notre existence et le quartier respire au rythme de la planète. Et vous avez un bouillonnement extraordinaire de gens qui veulent exister par eux, pour eux, ils veulent être partie intégrante. On veut participer à la création de la richesse. Les Martiniquais ne veulent plus être le dépotoir de l'Europe, servir de plateforme pour capitalisme glouton et s'enrichissant. Nous ne voulons plus simplement être des acheteurs, nous voulons être également des producteurs et produire chaque fois que notre sol, notre climat nous permet de produire, nous voulons produire. Et ça, cette nouvelle philosophie, ça c'est très marqué chez les jeunes politiques, chez les jeunes, chez la relève politique, c'est très marqué chez les jeunes. Nous voulons exister comme des citoyens dignes du XXIe siècle. Alors, actuellement, dans le quartier de Schœlcher, nous assistons à une forte activité culturelle. Nous assistons à la revalorisation de ceux qui ont œuvré pour l'abolition. Et Schœlcher est la ville qui dit, oui, nous avons une ville qui s'appelle Schœlcher, mais n'oublions pas qu'il n'y a pas que Schœlcher qui a œuvré pour l'abolition. Il y a d'ailleurs l'esclave lui-même, sa révolte, il a été artisan de sa liberté. Il a quand même combattu le coutelas en main. Il s'est révolté. Ensuite, il y a eu des idéologues, et l'un d'eux s'appelle Bicêtre. Et le mulâtre Bicêtre, lui aussi, a œuvré pour la liberté de l'esclave. Il faut dire que nous, Martiniquais, nous avons œuvré pour que la Martinique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Et moi, je vais beaucoup plus loin que ça. Je suis celui qui dit que descendants d'esclaves et descendants d'esclavagistes, en 2011, nous devons regarder dans la même direction. Nous devons unir, ne serait-ce que par une convergence d'intérêts, l'intérêt étant l'intérêt de la Martinique, nous devons affronter le monde. Nous sommes sous une toute petite île, nous avons des gens extraordinaires, des femmes extraordinaires, des hommes extraordinaires, et nous sommes en mesure d'affronter le XXIe siècle. Nous en avons le désir, nous en avons la volonté, nous en avons les compétences. Alors,
Ce quartier, je l'aime bien. Je ne suis pas né à Schœlcher. Je suis un Schœlcherois d'adoption. Mais je suis très proche des autorités de cette commune. Dès que je suis invité quelque part à Schœlcher, je suis présent, j'y vais. Je tâche d'être très présent. Voilà un peu ce que je peux dire du quartier où j'habite. J'étais peut-être très long, mais il n'y a pas de quartier isolé à la Martinique. Il y a tout un point commun. Nous avons tous les quartiers se ressemblent et nous avons les mêmes objectifs et nous sommes nés dans les mêmes conditions. Je ne sais pas si on est, du verbe naître, artiste. Un écrivain est un artiste, exactement comme celui qui a fait cette table. C'est un artiste. Il est en communion avec je ne sais trop quoi. Je pense que c'est la même chose pour l'écrivain. Et c'est pire en ce qui me concerne, j'ai l'impression d'avoir été tué et de revivre et d'avoir le souvenir d'une mémoire antérieure. Et ma petite enfance, quand je me projette en arrière, la première image que j'ai, je suis dans les bras de ma mère, et ça se passe à Saint-Pierre, et il y avait une rangée de camions, de canons, de trucs, et qu'est-ce qu'elle faisait, ma mère? Elle cherchait à reconnaître mon père, son mari, parmi les militaires qui étaient là, parce que mon père était un ancien militaire, et c'était la fin de la guerre, et donc les troupes étaient en train de revenir, ça c'est la première image. La deuxième image que j'ai, je suis dans les bras de ma mère, et je quitte Saint-Pierre sur le Moutet. Le Moutet, c'est une espèce de... Maintenant, nous avons le bateau que vous avez vu ce matin, là, des pétrolettes. Bon, là, il y avait des espèces de petits navires, et vers Saint-Pierre. Et c'est des souvenirs très forts que chaque fois, je pense. Et puis, à partir de ça, il y a un trou. Il y a un trou, et je me retrouve dans un quartier de Clairières, à Bellevue, pour être précis. J'ai habité là. Et il y avait mon frère, j'ai un aîné. Entre-temps, il y a ma soeur qui est arrivée. Et un autre frère. Là, on était je suis à Bellevue. Ensuite, nouveau flash, je quitte Bellevue et j'arrive à Renéville. Renéville, c'est un quartier sur la route du Lamentin, là, c'est un quartier au-dessus de Sainte-Thérèse. Et je suis là. Et je suis également au lycée. Mais parlons un petit peu, j'oublie un peu mon arrivée au lycée Schœlcher. J'arrive au lycée Schœlcher, j'ai 6 ans. Et c'est le lycée Schœlcher qui était jusqu'à présent un lycée payant. Et pour la première fois, il n'est pas payant. Donc, il reçoit beaucoup de nouveaux élèves. Et j'arrive avec, comment dire, des petits camarades que je ne connaissais pas. La famille et moi, nous sommes des bilingues, si on peut dire. Nous nous exprimons en créole et nous nous exprimons en français. Et quand je suis arrivé au lycée Schœlcher, on ne parle, il y avait soit des créolophones, soit des francophones, avec et même lorsqu'on était bilingue, il y avait interdiction de parler le créole. Et ce qui m'a frappé dès mon entrée au lycée Schœlcher, c'est ce garçon qui est à mes côtés, qui a été
sérieusement réprimandé par l'institutrice qui a dit « Monsieur, dans ma classe, on ne parle pas le créole ». J'ai encore le souvenir de ce garçon qui s'est refermé. Et effectivement, pendant toute l'année, eh bien, il n'a pas parlé. Parce qu'il s'exprimait en créole. Voilà un flash terrible de mon enfance. Et ça m'a souvent poursuivi ce problème de français, des francophones. Ça, c'est une image très forte de ma petite enfance. Donc je reviens à notre quartier où j'ai habité. Ça a été une enfance normale avec des amis du quartier. Et puis, j'avais un moyen d'évasion. J'adorais la lecture. J'ai lu énormément. Et souvent autour de moi, on était étonné qu'un garçon, un enfant de cet âge puisse lire un livre pareil. Et je lisais tout ce qui me passait à portée de main. Et donc, j'avais une vision déjà très élargie du monde. Bien évidemment, la bande dessinée était en bonne place. Et à l'époque, la bande dessinée, c'était des choses très intéressantes pour les enfants. Et puis pour aller très vite, arrive un moment où il y a un problème dans la famille, ma mère meurt. Et nous sommes complètement livrés un petit peu à nous-mêmes, parce que le centre d'intérêt professionnel de mon père, qui n'était plus un militaire, mais un ancien militaire, était Grand-Rivière. Et Grand-Rivière, par rapport à Fort-de-France, c'est l'autre bout du monde. Mon père est né à Grand-Rivière. Moi, je ne suis pas né à Grand-Rivière. Ni mon aîné, ni moi, ni la troisième. Et aucun de nous, finalement, n'est né à Grand-Rivière. Et donc, mon père, il part à Grand-Rivière, c'est là son centre d'intérêt. Et nous sommes, nous, à Renéville, avec 13 enfants. Et nous devons les gérer. Donc, nous sommes à Grand-Rivière, à Fort-de-France, et l'aîné et moi, nous essayons de gérer tout cela. Et puis, il arrive un moment où mon aîné va rejoindre notre grand-mère qui était à Paris, et que mon père fait venir tous les enfants à Grand-Rivière. Et moi, je me retrouve tout seul, à Port-de-France. J'ai continué à faire des activités musicales jusqu'au moment où, à mon tour, je pars et je fais un séjour chez les militaires. J'apprends que j'avais fait un devancement d'appel et trucs qui correspondait à un engagement de 3 ans. Et je suis donc parti chez les militaires. J'ai fait 3 ans chez les militaires. Ensuite, je suis revenu sur la Martinique, où j'ai mis en route mes activités d'éditeur, en sortant la première bande dessinée des Antilles-Guyane, et puis voulant produire moi-même mes romans. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé un premier roman, je ne me rappelle même plus quel éditeur, qui a été refusé. J'ai dit très bien, j'ai besoin de personne, et j'ai commencé à éditer mes romans. Voilà un peu les souvenirs de la petite enfance, qui en même temps déjà annonce des activités de l'adulte, déjà très fort. J'ai toujours su ce que je voulais. Et puis, jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue à avoir ma maison d'édition. Si parfois je pourrais éditer quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Et maintenant, bon, plus personne n'a besoin d'éditeur. Hein, si un éditeur dit non, avec 50 €, on fait un livre, et puis bon, voilà. Lorsqu'on me parle comme ça, à peu le point de ma petite enfance, j'ai parlé de façon spontanée avec les flashs qui me revenaient. Voilà. Il est toujours très difficile de parler de son œuvre, hein. On ne sait jamais par quoi commencer ou commencer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai une intention. Je ne suis pas
Et je veux affirmer que je ne suis pas un colonisé comme les autres. Je ne suis pas d'origine mythologique, mais d'origine historique, avec une traçabilité parfaitement repérable et repérée. Je suis né sur le pont du bateau et dans la cale du bateau. Et il n'y a jamais eu créolité à la Martinique. Il y a tout de suite eu métissage. Je suis né dans ce choc violent de la rencontre de l'homme africain et de l'homme européen. Moi, je pense, et je l'ai dit déjà, nous autres Martiniquais, avec nos racines un peu plantées dans tous les continents, nous sommes une synthèse et nous avons le devoir de dire ce que nous croyons avoir compris du monde. Dans mes romans, j'en ai écrit 28, je crois, plus 4 essais, j'essaie d'oublier tous les maîtres à penser. Je n'ai pas de maître en la matière. J'essaie d'être un témoin. Je raconte. Il n'y a pas plus révolutionnaire que le simple fait. Je raconte mon vécu. À l'âge que j'ai rencontré pratiquement toute la Martinique, toutes les couches sociales de la Martinique et tous ceux qui viennent nous voir, tous les amis de l'extérieur qui viennent nous voir, qui viennent regarder comment nous vivons, qui partagent notre enthousiasme de la vie, qui parfois s'installent, qui parfois repartent. J'ai également approché les ennemis, je les ai étudiés, j'aurais demandé leur motivation. J'ai approché toutes les composantes de notre société, c'est-à-dire le blanc, pour aller vite, disons blanc et noir et dérivés, comme ça je vais très vite, hein. Et puis les Indiens, et tout, j'ai étudié tout le monde. Et cela, fort de ça, je raconte. Je raconte, je me projette dans mon propre passé et je dis ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, les douleurs entendues, les douleurs muettes. J'ai noté les ravages du passé, les ravages de la néantisation et de la déshumanisation des hommes d'origine africaine, d'origine indienne. J'ai noté leur combat pour la survie. J'ai noté qu'ils ne savaient pas pourquoi ils se battaient. J'ai noté que leur combat était désordonné. Et ce n'était pas un combat, c'était des cris de souffrance. Et tout ça, je le notais, et je ne le dis pas, je le raconte. Je raconte le vécu des gens. C'est tout. Raconter. Seul le fait est révolutionnaire. Raconter, raconter. L'insularité. Il est évident que lorsqu'on est enfant, l'insularité, ça ne veut rien dire. On est dans un pays, il y a la plage, il y a la mer, il y a des parents, on est content, on est heureux. La question de l'insularité commence lorsqu'on est adulte et lorsqu'on se pose des questions, ou même lorsqu'on est jeune homme et qu'on entend les parents dire que le pays est petit, ou alors le français de passage, le français blanc de France qui vient et qui parle de l'extérieur, qui dit mais ton pays il est tout petit, bon il y a ça, il y a ça. Lorsqu'on entend parler de l'extérieur, on se dit bon l'insularité, ça ressemble à une prison et on veut s'évader. Bon. Mais en ce qui concerne cette petite île de la Martinique, j'ai l'impression que nous sommes le centre du monde. Et là intervient le côté prétentieux que j'ai. Je veux être prétentieux. Je veux être insolent. Et cette insolence me dit et me démontre que je suis celui
qui a ses racines plantées dans tous les continents. Rien que dans ma propre famille. Bon, il y a celui qui vous parle avec le visage qu'il a, mais dans ma famille, il y en a qui ont le visage noir. Dans ma famille, qui ne ressemble pas tout à fait à l'Africain parce qu'il n'est pas africain. Et j'ai dans ma famille quelqu'un qui ressemble à l'Indienne. Ma mère, par exemple, ressemble à une Indienne, c'est pas une Indienne. Nos racines sont plantées dans tous les continents. Donc, j'ai la certitude, en tout cas je le dis avec insolence, nos racines sont plantées dans tous les continents du monde, et moi, Martiniquais, je suis la synthèse des mondes. Alors, donc, cette insularité-là me convient. Je suis très heureux, je suis d'être dans d'une île qui ne m'exclut pas, qui m'intègre et qui me demande d'être son avocat. Donc, l'insularité de la Martinique, au contraire, c'est un atout. C'est un atout que je gère à ma convenance. Yeah.